Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, on est rassemblés aujourd'hui pour la troisième conférence du cycle qui s'appelle École plurielle, cycle des leçons du mardi, qu'on organise avec Iris Lacoudre, Camille Sinaud, Agathe Henry et Louison Boisset, pardon. Et donc, c'est un cycle qui s'intéresse aux pédagogies exploratoires passées et présentes qui avait été initié à la base il y a 2 ans suite aux grèves au sein des écoles d'architecture et donc qu'on a pris cette année. Euh, et donc aujourd'hui, c'est dans ce cadre qu'on est heureux d'accueillir Sylvain Cousinet-Jacques, qui est artiste et chercheur. Euh, il est doctorant à l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles et à l'Université Aix-Marseille. Et aujourd'hui, il va nous parler d'un projet qui s'intéresse au Black Mountain College, euh, qui était une école des années 30 à 50 aux États-Unis, qui interroge la contemporanéité de cette école. Voilà, donc je vais laisser juste présenter une minute à Agathe Henry les cartes que vous avez en main. Alors du coup, techniquement, là, vous commencez à prendre le pli sur les cartes, mais comme d'habitude, elles sont anonymes, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez au dos et aussi sentez-vous libre dans la forme. Et aussi, comme d'habitude, on les récupère à la fin et c'est toujours un plaisir de lire ce que vous avez à dire. Et voilà, j'espère que cette conférence vous plaira. Bonjour à tous et à toutes. Je tiens à vous remercier, donc Grégoire Deberck, Iris Lacour, Camille Finot, avec la participation évidemment des étudiantes Agathe Henry qui est là, mais également Louison Boissé, pour cette invitation à discuter de mes recherches. Donc c'est pas un exercice évident, euh, surtout quand il s'agit d'un projet qui est en cours. Et je vais alterner entre donc les fiches que j'ai préparées, mon texte que j'ai écrit pour me rassurer, et également peut-être, j'espère, quelque chose de plus fluide aussi, de raconter vraiment le travail avec des mots qui sont moins posés et moins intellectualisés, si je puis me permettre. Donc je suis, comme l'a précisé Grégoire, donc un artiste-chercheur. Ça fait un peu plus d'un an et demi, presque 2 ans, que je suis donc doctorant à l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles et dans un laboratoire qui s'appelle le CNE, le Centre Norbert Elias, qui est affilié à l'Université d'Aix-Marseille, et également au CNRS et anciennement avec l'EHESS. Euh, Ma réflexion d'artiste, vous allez le voir, se situe à mi-chemin de la photographie, de la vidéo, de l'installation et puis d'une manière générale de protocoles qui peuvent s'apparenter à la question du narratif. Et qui va toujours interroger des sujets contemporains comme la circulation mondiale des données, la question de l'appropriation collective, la propriété privée et la question aussi de la circulation immatérielle des données. Voilà, donc d'une certaine manière, la question de la technologie est toujours un peu au cœur de ma pratique. Je le précise, je ne vais pas forcément vous parler des travaux, des projets sur lesquels j'ai travaillé ces 15 dernières années, puisque ce n'est pas le sujet. Je vais essayer d'aborder avec toute l'humilité et la difficulté que c'est pour moi d'un projet qui est en cours. Et, euh, et quelle chance pour moi aussi de pouvoir le repartager avec vous, avec un peu plus de distance pour ceux qui ont participé au workshop pendant la Winter School. Je commence tout de go avec des choses. Je vous présente un portrait de Natacha Goldowski, qui était physicienne, enseignante à Black Mountain College, et ça va être un peu le prisme de ma présentation. Natacha Goldowski, donc, qui enseignait la physique, qui a travaillé sur le projet Manhattan. Donc, vous savez, le projet de la bombe atomique aux États-Unis, de la recherche nucléaire, s'est retrouvée à la fin de la guerre à être embauchée par le Black Mountain College, dont je vais vous parler bientôt, et assez étonnamment a donné un cours sur la cybernétique. C'est une phrase donc dans sa langue d'origine qui est extraite de la première revue de l'école de Black Mountain College. Encore une fois, je vous garde un peu la présentation pendant quelques minutes, mais je voudrais ouvrir vraiment cette présentation comme ça. Cette phrase est extraite d'un texte assez long qui fait suite à 3 ans de séminaire donné à Black Mountain, aux étudiants de Black Mountain College, sur la question de cybernétique. Euh,
la cybernétique, on peut dire que c'est presque l'ancêtre de ce qu'on appellerait l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et je vais vous en parler un tout petit peu, et ensuite, vous verrez, on rentrera plus dans des questions d'histoire. Donc, la cybernétique est un domaine scientifique interdisciplinaire qui s'intéresse à la notion de système, qu'ils soient vivants, techniques ou sociaux, et à la manière dont ces systèmes communiquent, contrôlent et s'adaptent à leur environnement. Je vous montre en même temps le document. La cybernétique naît durant les conférences Massey, organisées à New York par la fondation Massey, à l'initiative du neurologue Warren McCulloch, qui réunirent à intervalles réguliers de 1942 à 1953, aux États-Unis, un groupe interdisciplinaire de mathématiciens, logiciens, anthropologues, psychologues et économistes qui s'étaient donné pour objectif d'édifier une science générale du fonctionnement de l'esprit. Ce qui rapprochait les différents participants était une approche nouvelle transdisciplinaire et un intérêt commun pour les mécanismes de causalité circulaire, notamment le concept de feedback qu'ils étudiaient dans leurs disciplines respectives. C'est donc cette même année que les concepts fondateurs de cette nouvelle pensée, de cette nouvelle approche de la science sont formalisés par le mathématicien Norbert Wiener dans l'ouvrage séminal Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, qui paraît en 1948. La publication du livre est retentissante et aura un impact international. C'est donc cette même année que Natasha Goldowsky va donner un séminaire sur la cybernétique en suivant la structure de livre de Wiener. Ce texte de Natasha Goldowsky nous semble incroyablement prémonitoire lorsqu'on voit les développements de l'intelligence artificielle aujourd'hui et de la robotique actuelle. De fait, il est permis de dire que la cybernétique a eu un impact considérable sur les sciences informatiques, mais pas seulement. Donc là, ce qu'on voit, le document que j'ai traduit, c'est un extrait de cet article dans la première revue de Black Mountain. Ça aura des conséquences aussi très importantes au sein de l'école, puisque nous le verrons, en fait, les artistes s'approprient aussi cette notion de cybernétique et vont produire dans ce sens, que ce soit en photographie, en sculpture, en danse, en architecture, etc. Je rentre un peu plus en avant dans la question de la cybernétique, que vous compreniez bien le concept, même si ça prend un peu de temps, c'est important pour moi que vous compreniez bien. La cybernétique se compose ainsi. Il y a un émetteur. Alors attendez, ça c'est plutôt une diapositive qui montre comment dire, les zones d'influence de la cybernétique, quelques dates. Voilà. C'est vraiment un titre informatif, mais vous voyez, l'intelligence artificielle est une des composantes en fait de cette cybernétique. Voilà, c'est ce document-là. Le système se compose ainsi: un émetteur, un récepteur et une information qui passe de l'un à l'autre et qui fonctionne avec un système de feedback, c'est-à-dire que le feedback, le retour en fait de l'information permet de vérifier que le système fonctionne. Il a toujours un système comment dire, de réponse et qui permet, par des systèmes de rétroaction, à une sorte d'équilibre de l'information. Voilà. À partir des années 60-70, la cybernétique va s'étendre à d'autres champs d'études, notamment à la sociologie, à la psychologie. On parlera de cybernétique de second ordre, sous l'impulsion de plusieurs penseurs comme Heinz von Förster. C'est-à-dire que cette approche quasi mathématique de sciences physiques, presque de la thermodynamie, ça vient de la thermodynamie, va en fait irriguer de manière assez incroyable tous les domaines de pensée, que ce soit le rapport à l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, etc., etc. La cybernétique, ce principe de feedback et de boucle de rétroaction va devenir une pensée très, très influente au cours du XXe siècle. Cette science, voilà, cette science nouvelle qui date des années 50, a permis de reconcilier notre manière de comprendre la communication, la cognition et la complexité de systèmes. Sa méthodologie systémique nous a permis de repenser comment les systèmes vivants et sociaux s'adaptent, apprennent et évoluent. Appliquée à la société, la cybernétique permet de penser des systèmes plus ouverts et évolutifs, où l'innovation et l'adaptation se font non par des ordres centralisés, mais la capacité des individus à interagir et à agir les uns avec les autres.
Donc on voit ce système-là va bouleverser le XXe siècle et la conception de l'écologie, des écosystèmes informatiques, l'architecture bien évidemment, etc. Alors, je me suis arrêté assez longuement sur la question de la cybernétique, mais je m'avance tout de suite sur la question de Black Mountain College et vous allez voir pourquoi les deux, je les réunis aujourd'hui. Donc, Black Mountain College est né dans une petite ville en Caroline du Nord en 1933. Donc, ici, une vue de la ville. Voilà, je passe assez vite. Black Mountain College donc, est né en 1933 dans un contexte assez particulier, celui de la crise économique de la Grande Dépression, hein, que vous connaissez, hein, qui date de 1929, ce grand krach boursier à l'influence mondiale. Et il y a ce facteur-là, la montée du nazisme en Europe, qui va être absolument déterminant aussi à la création de cette école. Et puis, elle est fondée par une poignée d'irréductibles d'une université en Floride, dont le premier fondateur, John Rice, qui va avoir quelques soucis avec l'université et donc en Floride et donc va décider de créer une nouvelle école, d'un nouveau monde, d'une nouvelle pensée, avec un autre système, beaucoup plus avant-garde que l'université dans laquelle il était. Et il va convaincre une poignée d'enseignants et une poignée d'étudiants également de fonder une sorte de nouvelle pensée de l'éducation. Donc en 1932, ce petit groupe va se retrouver donc en Caroline du Nord. Ils vont trouver un lieu dans une ville qui s'appelle Black Mountain. Et avec une vingtaine de personnes, vont créer la première promotion de Black Mountain. Au même moment, vous savez, en 1933, Hitler arrive au pouvoir, les nazis sont persécutés, un certain nombre de personnes intellectuelles faisant partie du Bauhaus, qui vient d'être dissous, vont fuir aux États-Unis. Alors, évidemment, des architectes de renom hein, que vous connaissez, Gropius, Breuer, Mies van der Rohe, etc. Et puis, parmi ces artistes et intellectuels, Joseph et Annie Albers, qui vont se retrouver les premiers enseignants artistes de Black Mountain. Black Mountain est une école assez singulière. Elle a rassemblé de manière rétrospective, on le sait aujourd'hui, puisqu'elle a duré jusqu'en 1957, elle a rassemblé des grands noms, des personnes très influentes, tant du côté des enseignants que des étudiants d'ailleurs, qui ont façonné finalement une vision moderne et avant-garde au cours du XXe siècle américain. Alors, on voit quelques images, il y a John Cage, Albers évidemment, Rusa Sawa, Susan Weil, Rauschenberg, Merce Cunningham, Cy Twombly, Franz Klein, Buckminster Fuller et bien d'autres. Il faut savoir que les principes qui ont guidé l'existence de Black Mountain étaient d'avoir une relation très forte entre les arts, la culture et un mode opératoire de pédagogie assez nouveau, très transdisciplinaire. Les principes importants, si je pouvais les résumer en quelques mots, aucune autorité extérieure n'avait de pouvoir ou de contrôle. Le Black Mountain était donc possédé et géré par le corps étudiant, ce qui est assez inédit hein, dans la création des écoles. La structure de l'école était non hiérarchique et démocratique. Tous les membres de la communauté du collège avaient une voix lors des votes. C'est-à-dire que les groupes d'étudiants comme les groupes enseignants participaient aux mêmes commissions d'évaluation et de direction de l'école. Les étudiants étaient responsables de leur choix éducatif, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un programme imposé. Les étudiants pouvaient suivre un cours ou un autre de manière complètement libre. Il n'y avait pas de cours obligatoires et les notes étaient confidentielles. Donc, il ne s'agissait pas de noter l'enseignement, les examens, mais plutôt de faire évoluer et de penser la pédagogie comme une sorte d'évolution de processus non quantifiable, plutôt philosophique. Les notes étaient juste données à titre d'archivage. Comme je vous le disais, les arts étaient au cœur de l'éducation. Il y avait un programme de travail actif auquel tous les membres de la communauté étaient censés participer. Donc, le Black Mountain avait vous le verrez, les étudiants ont construit leur propre bâtiment. Ils avaient aussi une ferme pour vivre en autosuffisance. Et évidemment, tout le corps, à la fois professoral et étudiant, travaillait en charge de ces activités. Et évidemment, la chose la plus importante, c'est que
la philosophie de John Dewey, qui était un philosophe extrêmement influent à cette époque, et puis qui l'est toujours, qui est donné presque le mentorat de cette école, le learning by doing, en faisant, on apprend. Finalement, la pensée de Black Mountain était de préparer les étudiants à devenir des citoyens du futur et non pas des étudiants avec un savoir unique, mais au contraire transdisciplinaire et polyvalent. Alors, je commente rapidement la photo qu'on voit ici. On voit donc Joseph Albers qui donne un cours de peinture. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Albers, quand il arrive aux États-Unis, ne parle pas un mot d'anglais. Il parle allemand. Et l'école a très, très peu de moyens. Et ce qu'on voit, c'est un cours de peinture. Donc, on voit, si on regarde bien attentivement l'image, on ne voit ni pinceau, ni toile, ni peinture. On voit du air painting, comme on pourrait le dire aujourd'hui. Des étudiants qui sont en train d'apprendre à dessiner dans l'air. Et c'est une image assez forte de se dire que l'enseignement de l'art peut aussi passer par une gestuelle, un rapport au corps et presque un rapport au corps collectif. Voilà. Donc, bien que l'enseignement était extrêmement rigoureux, d'inspiration du Bauhaus, comme je vous le disais, pour les questions d'art, mais également de littérature, de latin, de grec, de théâtre, de musique, etc. Enfin, vraiment, toutes les disciplines presque qui façonnent comme ça les êtres les plus cultivés qu'on puisse espérer. L'enseignement était aussi très libre et assez bucolique. Donc, je vous disais, les cours n'étaient pas obligatoires. Ici, on voit un cours d'Albers encore de dessin, mais sur le motif, hein, à l'extérieur. Il y avait des temps imposés de réflexion, c'est-à-dire que les cours avaient lieu le matin. L'après-midi, il y avait un moment de pause où on invitait les étudiants à aller se promener dans la forêt, ou méditer, ou lire, ou prendre le soleil, d'observer la nature. Et ensuite, les cours reprenaient le soir et les étudiants qui étaient en charge des activités de maintenance en fait, des bâtiments devaient ensuite reprendre leur activité. Voilà, donc différentes disciplines qui étaient enseignées. Donc, je vous ai dit le dessin, la peinture. Ici, on voit un cours avec donc Annie Albers, qui est une artiste qui a beaucoup travaillé sur la question du tissage, qui est absolument importante aujourd'hui. On la reconnaît plus largement aujourd'hui, puisque c'est aussi une discussion qu'on aura peut-être sur comment on appréhende aussi l'histoire et comment on la revisite, et ce qui nous permet de mettre en visibilité des choses qui étaient invisibilisées aussi avec le temps. Je peux vous citer une petite phrase d'Albers que je trouve assez belle. Comprendre le sens de la forme est la condition préliminaire indispensable à la culture. La culture est la capacité de sélectionner ou de distinguer le meilleur, c'est-à-dire la forme la plus significative, la meilleure apparence, le meilleur comportement. Par conséquent, la culture est une préoccupation de qualité. La culture peut se manifester de deux manières, par la reconnaissance d'une meilleure forme ou par la production d'une meilleure forme. La deuxième direction est celle de l'art, l'art comme la partie active de la culture, et donc sa preuve et sa mesure. Donc vraiment, il y a l'idée que l'art ou la pratique de l'art façonne presque de manière civilisationnelle, j'ai envie de dire, de manière très expérimentale en termes de laboratoire, mais façonne une pensée complexe, transdisciplinaire du futur. Aussi, je vous ai parlé de John Dewey. Je vais faire un petit point sur John Dewey. Donc, John Dewey, c'est un philosophe essentiel de la fin du 19e, début 20e américain, reconnu notamment pour sa philosophie du pragmatisme en philosophie, mais également la relation entre culture, éducation et la place de l'art dans l'éducation du futur. Disons que pour Dewey, l'éducation est une attaque contre les soi-disant concepts purement rationnels aux motifs qui devaient être soit étayés par des résultats d'expériences concrètes, soit ils n'étaient que des expressions de préjugés et d'intérêts de classe institutionnalisée. C'est-à-dire que la question de l'éducation et la question de l'art sont des formes actives, des outils actifs pour remettre en cause l'institutionnalisation du savoir et donc aussi déclasser finalement des catégories qui peuvent aussi peuvent nous empêcher de penser. Voilà. Ce qu'on voit ici, c'est un workshop donné par Buckminster Fuller, et c'est le premier workshop d'ailleurs de la création des dômes géodésiques que vous connaissez bien puisque vous êtes étudiant en architecture, donc je pense que vous connaissez bien.
Ce qui est amusant à voir, c'est que Buckminster Fuller est venu 2 fois à Black Mountain. Et la première fois, il a construit un dôme qui ne fonctionnait pas, qui s'est effondré. Et on connaît la réputation des dômes à être extrêmement solide avec une portance légère, etc. Là, on est dans un principe d'entropie. Et quand on voit les correspondances de Buckminster Fuller avec Joseph Albers, on voit que la question de l'effondrement du bâtiment, de la construction architecturale est centrale aussi dans sa conception. Ce qui est une image aussi assez belle. On voit Hélène de Kooning qui est en train de participer, et puis un des directeurs de l'école qui s'appelle Theodore Dreyer, qui est juste là, au milieu. Theodore Dreyer, je fais un petit point sur Theodore Dreyer. Theodore Dreyer est un des cofondateurs de l'école de Black Mountain, extrêmement important, puisqu'il vient d'une famille assez fortunée new-yorkaise et très portée sur l'art. Sa tante est une collectionneuse extrêmement importante qui s'appelle Catherine Dreyer. Il se trouve qu'elle est de la même famille qu'Abby Warburg, côté américain. Abby Warburg, c'est le côté européen. Et il faut savoir que Catherine Dreyer va fonder une association d'artistes qui va s'appeler la Société Anonyme, cofondée par Marcel Duchamp et Man Ray, ni plus ni moins. Donc elle fait partie de ce trio très, très important et qui vont en fait être les premiers fondateurs du MoMA, du Musée of Modern Art, en 1929. Donc le neveu de cette femme est ici cofondateur de Black Mountain, et on voit aussi que ça a permis une articulation pour faire connecter finalement les artistes et intellectuels new-yorkais dans le projet de Black Mountain. Voilà, donc ici on voit l'année suivante le dôme géodésique monter. Ces projets ont lieu pendant ce qu'on appelle des Summer Institutes, c'est-à-dire que l'été, l'école organisait des workshops où ils invitaient un certain nombre d'artistes. Donc ici, on voit Buckminster Fuller. Il y a eu des très fameux, hein, on va les voir juste après. Beaumont Newhall et sa femme Nancy Newhall, qui donnent des cours de photographie. Ce sont ni plus ni moins que les conservateurs qui ont fondé la section photographie des collections du MoMA. Et puis, ils vont diriger la fondation Rochester de Kodak. Enfin, voilà. Donc, des grands historiens de la photographie, très, très influents et qui vont donner des cours techniques de photographie. Ici, on voit Merce Cunningham et John Cage. Enfin, John Cage et Merce Cunningham, plutôt dans ce sens-là, qui vont donner donc des cours de danse et des cours de musique, et qui, en août 1952, vont faire ce qu'on appelle le premier happening de l'histoire de l'art, la première performance, si vous voulez, de l'histoire de l'art, actée. Donc, quelque chose d'assez assez épique pour les historiens. Je passe quelques photos qui vont peut-être aussi vous intéresser. On voit ici un cours d'économie à Black Mountain, donc un cours d'économie appliquée, puisque, je ne sais pas si on le lit bien, mais le sujet du cours, c'est comment trouver de l'argent pour financer les restaurations de l'école, comment financer l'école. Donc c'est un cours d'économie appliquée. La chose aussi est intéressante, c'est qu'on voit la photographie date de 1941, et notez comment sont habillés les étudiants et les étudiantes, ce qui est absolument pas du peu fréquent. Enfin, c'est vraiment très rare de voir des jeunes filles en short à l'école. Donc, voilà, il faut aussi resituer Black Mountain comme une sorte d'avant-garde de ce qui va se passer par la suite, qui va préfigurer les mouvements de la Beat Generation et du mouvement hippie ensuite. Voilà, des cours de sciences, donc cours de sciences appliquées, donc à la nature environnante. Voilà, très belle photo. Je fais un petit point aussi sur la question des photographies qui sont assez belles, que je suis en train de vous passer. C'est des photographies qui ont été faites dans le but d'être montrées. Ce sont pas des photos. Il y a très peu de photographies qui ont été faites, on va dire, par erreur. Elles ont eu toute une intention pour être publiées dans des catalogues, dans des revues, à la promotion de Black Mountain. Parce qu'il y avait très peu de moyens, très peu de pellicules, et donc aussi une économie de moyens. Vous le verrez aussi, j'en parlerai tout à l'heure, mais Black Mountain
avait un rituel du samedi soir, puisque les enseignants et les étudiants vivaient sur le même campus. Donc tous les samedis, il y avait les étudiants, les membres du collège s'habillaient en tenue de soirée et faisaient la fête. Donc ça, c'est le samedi soir à Black Mountain. Donc ce qu'on ne voit pas dans la photo, c'est aussi les étudiants qui fabriquent leur propre alcool, leurs propres cigarettes et qui vont s'encanailler en fait en dehors du bâtiment. Mais voilà, il y a des interviews, des choses qui racontent cela. On note aussi en arrière-plan une exposition de peinture. Donc, c'est-à-dire que les activités presque de société sociale se font toujours dans cet environnement à la fois d'élégance, d'intellectualisme. On écoute de la musique, on passe des vinyles et aussi on présente des expositions le samedi. Donc, on est dans un environnement intellectuel précis. Voilà, aussi des moments de fête. Là, c'est, je pense, un anniversaire qui est fêté. Donc, les étudiants sont en train de décorer l'espace du dining hall, de la cantine. Ouais. Voilà, quand je vous disais, les étudiants fabriquaient leur alcool. Donc, petit exemple ici. C'est une école aussi qui a milité assez tôt, non sans difficulté, pour les questions de diversité. Il faut s'imaginer que la Caroline du Nord, malgré son nom, c'est un État du sud des États-Unis. Et à cette période-là, ce sont aussi des États qui sont ségrégationnistes. Donc les Noirs et les Blancs sont séparés, comme vous le savez. Et eux vont militer très tôt. Alors, ça va faire débat aussi au sein de l'institution, ça va être assez houleux, mais l'institution va ouvrir ses portes à la question de la diversité. Dès 1944, la première étudiante noire va venir, Almaston Williams, va être recueillie au sein de l'école, et puis ensuite des enseignants l'année suivante. Voilà. Et il va y avoir une vraie volonté de diversité. Il faut savoir qu'en 1944, on est 10 ans avant la fin des lois de ségrégation Jim Crow, qui date de 1954. La fin des lois de ségrégation, où vous savez, il y a les bus sont séparés, les toilettes sont séparées, les restaurants sont séparés, etc. Toutes les activités, je veux dire, publiques sont séparées. Ça s'arrête en 1954. Donc en 1944, ils avaient une crainte farouche de se faire attaquer par des membres du Ku Klux Klan ou par le voisinage qui n'aurait pas du tout toléré une telle proposition. Voilà, on voit ici Jacob Lawrence avec donc sa femme Gwendolyn Knight Lawrence, qui est un peu le père de ce qu'on appelle la Harlem Renaissance en peinture, un peintre très très important, qui est venu donner un cours, un workshop de peinture. Et quand ils font venir le peintre de New York, ils sont obligés de réserver un wagon entier pour éviter qu'il se fasse agresser. Donc, quand je vous dis que c'est chaud, c'était un peu chaud, quoi. Voilà. Quelques images très belles, je trouve, qui montrent aussi le contexte rural et puis le rapport aussi à la nature, qui est, encore une fois, je vous l'ai dit, hein, mis en avant dans les publications de l'école. J'essaie d'aller assez vite parce que ce que je veux, c'est vraiment vous laisser une impression par les images et un peu par quelques anecdotes de Black Mountain pour pouvoir aussi aborder le sujet contemporain qui m'anime. Comme je vous disais, du temps libre, des sorties collectives, là, une sortie à la rivière pour aller se baigner. Donc, je ne sais pas si vous représentez ce que c'est comme en termes d'école, si on pouvait aller comme ça en promotion avec les profs et les élèves, sortir euh, pour aller se baigner. Enfin, c'est vraiment dans un contexte très particulier qui n'est pas du tout, y compris aujourd'hui, même déjà à l'époque, pas du tout habituel. Voilà, comme je disais, il y a du temps libre qui est donné aux étudiants, aux étudiantes. Voilà, donc des bains de soleil. Et encore une fois, je le redis encore une fois, mais ces photographies ont été prises pour être publiées, donc c'est comme ça qu'on fait la promotion de l'école. Euh, dans ces petits fascicules pour recruter des étudiants. Alors, je ne vous ai pas dit, mais Black Mountain, c'est ce qu'on appelle une liberal art college. Donc, c'est-à-dire que ce sont des écoles privées payantes, assez peu chères, mais bon, quand même, c'est un certain coût. L'équivalent aujourd'hui en argent, ça serait à peu près entre 15 et 20 000 euros l'année. Donc, c'est quand même une certaine somme. Pour les États-Unis, c'est assez peu, mais pour nous, c'est beaucoup. Et ça, c'est l'équivalent, hein, c'est pas la somme
de l'époque. Et les étudiants pouvaient réduire leurs frais d'inscription s'ils participaient ou à la maintenance des bâtiments ou aux activités agricoles, voilà, ou de photographie d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit, les étudiants ont construit leur propre bâtiment. Donc ça, c'est sur le deuxième site en 1941. Faute d'argent, faute de moyens, ils n'ont pas réussi à lever des fonds. Gropius et Breuer ont dessiné un bâtiment beaucoup trop coûteux. Breuer, Gropius, hein, c'est le Bauhaus, hein, voilà, pour resituer. Donc, ces deux architectes fameux, on dessine des plans, il n'y a pas assez d'argent, donc ils embauchent un autre architecte qui s'appelle Lawrence Kocher, et les étudiants construisent avec voilà, le directeur de l'école de l'époque qui est là en train de porter une bûche pour construire. Voilà, donc ça c'est le bâtiment qu'on voit. Donc c'est assez extraordinaire, hein, imaginez, hein, vous êtes dans une école d'art, le workshop architecture, c'est de construire le bâtiment. C'est quand même avec l'électricité, la plomberie, les fondations, etc. Ils le font en un temps record. Le bâtiment existe toujours. Voilà, quelques images encore pour promouvoir cet empowerment. Et bah, c'est assez beau de voir cette femme, encore une fois, en mini-short. C'est vraiment très avant-garde. Il faut vraiment se remettre dans un espèce de contexte. On est en 1941. On ne porte pas des mini-shorts en 1941 et les femmes portent encore moins des marteaux pour construire des écoles. C'est très particulier. Voilà, je vous ai dit donc l'activité de ferme. Ouais, très belle photo de Beaumont New Hall. Et j'aime bien cette photo aussi parce qu'elle montre Joseph Albers avec des étudiants en plein workshop de photographie. Et ils sont au milieu des choux et des salades. Et c'est ça aussi la pensée de l'art de Black Mountain qui est enseignée. C'est à la fois une exigence absolue sur des questions de modernité et d'avant-garde, et en même temps dans un contexte d'observation de la nature, vraiment très observer ce qu'il y a autour de nous. J'aime bien raconter cette anecdote. Un des exercices de Joseph Albers, dont le leitmotiv était apprendre à voir, il faisait venir ses étudiants dans la classe et il leur donnait comme exercice d'évaluation de dessiner la porte d'entrée de la pièce, mais vue de l'intérieur et de mémoire. Et tant qu'ils n'y arrivaient pas, il les faisait recommencer. Et c'est ça l'exercice d'apprendre à voir, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'il y a autour de nous, on traverse comme ça des espaces, on fait plus attention, et ramener toujours cette hyper-attention qui va euh, être une sorte d'hyper-acuité comme ça de l'instant, de la chose et du monde qui nous entoure. Voilà, comme je vous disais, donc le bâtiment existe toujours, une image d'archive à gauche et une image récente à droite. Voilà. En fait, tous ces documents, je vais passer à la partie, disons, un peu plus contemporaine de ma présentation. Euh, Ce qui m'intéresse, si vous voulez, avec cette histoire euh, de Black Mountain, c'est une double chose. C'est à la fois comment une utopie présumée, puisque est-ce qu'une utopie existe? Ça, c'est une question qu'on pourra peut-être discuter tout à l'heure. Euh, Est-ce que cette utopie, par quoi on la connaît, par quoi on l'aborde? Donc, a priori par des archives ou par des entretiens, des images anciennes, etc. Donc, ici, on voit les archives de l'institution qui sont à Asheville, en Caroline du Nord. Et puis, comment on aborde la question finalement du temps contemporain, du temps présent, qui nous permet de réactiver ces archives. Pour cela, en fait, c'est là où on va rentrer un petit peu dans les réflexions qui m'animent. Comme je vous disais, je suis à la fois artiste mais aussi chercheur. Donc, chercheur, ça, c'était la partie un petit peu du protocole historique là, que je vous ai présenté. Et puis, la partie artiste s'intéresse à ce qu'on appelle le Redcon, que je me propose un peu de définir avec vous. Le Redcon, c'est un diminutif pour rétroactive continuité, en anglais, continuité rétroactive, qui permet de modifier, c'est un outil de narratologie, hein, de mécanisme comme ça, de récit, qui nous permet de modifier des éléments du passé pour faire advenir une situation présente différente.
vous prends un exemple très simple. Dans la série télévisée Dallas, il y a un personnage qui meurt à un moment donné, et quelques saisons plus tard, il réapparaît. Les autres personnages disent, bah, t'es pas mort. Vraiment, c'est littéralement ça. Et le personnage dit, non, j'étais pas mort, je dormais, je rêvais. Donc ça, cet ajout au temps présent de la série est une modification d'un élément du passé. Ça change complètement l'arc narratif et ça fait advenir une situation complètement inédite, nouvelle, et donc une autre direction finalement au récit. Donc ça, c'est la continuité rétroactive. Et moi, ça m'intéresse comme outil conceptuel pour aborder la notion d'histoire, d'héritage et comment finalement aborder la notion d'utopie au temps passé et est-ce qu'on peut la réactualiser au temps présent. Pour cela, je travaille avec des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, c'est assez peu sexy de parler d'intelligence artificielle. À la fois, ça l'est parce que c'est un sujet un peu brûlant et en même temps, il n'y a pas grand-chose à voir. Voilà. Donc, je vous montre plutôt des résultats de ce qu'on appelle des outputs. À gauche, on voit un texte manifeste du premier catalogue de 1933 de Black Mountain. Et puis à droite, à partir d'une IA qui a été entraînée spécifiquement, un LLM entraîné spécifiquement, une sortie qui prend le texte et le recompose sous forme de dialogue et de scénarisation de cinéma. Donc ça, c'est une des étapes. Voilà. Donc il y a un document source qui va devenir un scénario de cinéma. Ce scénario de cinéma va devenir, avec des générations de prompts, une bande dessinée. Voilà, donc tout est fait en IA ici, les images, le texte, le dialogue. Alors, pas la mise en page, puisque l'IA ne fait pas du InDesign, mais on a des descriptions très précises de composition. Alors, ceux qui ont fait le workshop durant la Winter School le savent bien, c'est assez long, laborieux, mais on arrive, nous, avec nos systèmes, à l'automatiser. Et je voulais aussi vous montrer que il y a une certaine fidélité entre les images d'archives et la production des personnages narratifs. Voilà. John Dewey ici, puisque j'en parlais. Vous voyez un peu l'espèce de rapprochement un peu uncanny qui rapproche l'image d'archive de l'image de bande dessinée. Et le but de cette bande dessinée, c'est d'en produire un espèce d'outil à la fois pédagogique, technologique bien sûr, qui va réactualiser finalement avec des formes très contemporaines des notions d'archives et des notions aussi de biais. Hein. Vous savez qu'une intelligence artificielle fonctionne avec produit aussi des biais ou fonctionne avec des biais, c'est-à-dire que puisqu'une IA a un fonctionnement statistique, peut-être je fais un petit point là-dessus, mais comment fonctionne une IA? Une IA, ce n'est ni plus ni moins que de la statistique et de la probabilité affinée de ce que va être un résultat suivant. On sait qu'il y a un certain nombre de calculs qui sont faits auparavant, et puis la machine est capable de calculer ce que ça va être ensuite. Je reviens un peu à ce principe de cybernétique. Vous savez, la machine va regarder finalement les boucles de rétroaction pour presque définir la sortie suivante. C'est pareil pour la question des images génératives, la question du texte, la question des données, de sciences, du médical, etc. Ce qui est intéressant derrière ça, c'est qu'on a la construction de datasets assez importantes pour pouvoir produire à la fois ces images et à la fois ces textes, etc. Mais ces datasets sont aussi contextuels d'une époque où elles ont été rassemblées. Ce sont aussi des subjectivités mises en œuvre. Comme je vous disais, en 1944, les lois de ségrégation n'étaient pas tombées, puisqu'elles s'arrêtent en 1954. Comment aborder la question de la place des Noirs en cohabitation dans une école blanche par une IA? C'est quasiment impossible. Pourtant, ça existait. Parce que c'est mineur et en termes de statistiques, c'est inexistant en termes de probabilité pour une machine. Donc après, on peut forcer évidemment les machines, on peut les entraîner nous-mêmes, mais de manière générale, les IA fonctionnent avec des biais. Là, je vous montre quelques exemples de ce que ça produit comme BD, puisque de ces biais et de ces documents d'archives, il y en a à peu près, moi je travaille à peu près avec 25 000 documents textuels, d'images, surtout textuels, des conseils d'administration, des documents
comptables, enfin voilà, des entretiens, voilà, il y a beaucoup de choses. Et à partir de ça, on constitue des sortes de blocs de nodes, si vous voulez, de datasets, et on fait tourner des systèmes de production d'images qui racontent des moments de l'histoire de Black Mountain. Cette bande dessinée, elle va aussi embrasser la question de l'archive potentielle. C'est-à-dire que ce bâtiment de Breuer et Gropius qui n'a jamais été fait, dont on voit ici des plans et une maquette et un petit article de journal, c'est un bâtiment qui n'existe pas, qui n'a jamais été fait et qui va devenir aussi le lieu d'une spéculation, de réactualisation. Donc on va aussi aborder une sorte de contre-allée historique, des choses qui n'existent pas, ou presque de la science-fiction, si vous voulez, pour aborder les contre-allées d'une histoire potentielle. Pour moi, l'archive n'est pas tant un objet fixe, poussiéreux et inactuel que effectivement l'endroit d'une performativité, l'endroit d'une spéculation et l'endroit d'une forme de réenchantement dont je vous parlerai peut-être un peu plus tard. Voilà, donc ça, c'est le bâtiment qui a ensuite été refait en 3D. Voilà. Et comme je vous disais, donc cette pratique de récit, de bande dessinée, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est de savoir est-ce qu'on peut faire revivre Black Mountain College aujourd'hui. Alors vous qui êtes dans une école d'architecture, vous allez me dire, on n'est pas tout à fait dans le même contexte, on n'est pas tout à fait dans les mêmes locaux, on ne vit pas en noir et blanc non plus. Donc il ne s'agit pas de revivre à l'identique et puis on ne fait pas revivre le passé. Par contre, comme pourrait le dire Marguerite Duras, qui a un très très joli mot, qui dit il y a des choses qui sont impossibles à écrire, mais on peut écrire sur l'impossibilité. C'est-à-dire que l'endroit même de l'impossibilité devient le lieu de création, de friction, de réflexion et de correction. Et donc, on revient un petit peu à la notion de Redcon. Ici, on voit un workshop qui a été donné à l'ENSA, mais à Versailles, où des étudiants ont retravaillé les plans de Breuer et Gropius, toujours sur la notion d'habitat, d'espace, d'architecture, comme vous connaissez bien. Et ils vont devenir des personnages, leurs réflexions contemporaines. Alors, je ne sais pas si on lit bien, tout est en anglais en plus, mais toutes leurs réflexions contemporaines rentrent, si vous voulez, dans la pensée de, de la bande dessinée. C'est-à-dire que la bande dessinée, qui est une sorte de matrice de réflexion pédagogique pour expliquer comment fonctionne Black Mountain dans des temps relativement courts, durant des workshops ou des interventions, des étudiants, des plus jeunes en France, en Europe en général, aux États-Unis, viennent modifier certains moments, certains concepts et viennent augmenter, si vous voulez, la BD qui est déjà existante avec leurs propres réflexions, qui sont des questions très contemporaines, des questions qui touchent à la fois à l'architecture ici, à la diversité, au féminisme, à l'écoféminisme, enfin, voilà, etc. Des sujets qui ne sont pas nécessairement les miens, qui sont aussi apportés par une génération qui est plus jeune que la mienne, et avec des vrais questionnements qui, à mon sens, interrogent la prospection de ce que va être la société plus tard. Voilà, donc on voit comment on passe, je reviens un petit peu en arrière, je vois comment, vous voyez comment on passe de ce bâtiment d'archives à la 3D, à la maquette, qui est une construction déjà collective, qui est un lieu d'espace de communication et de discussion, d'une pratique collective. D'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'on me voit, je ne sais pas si ça ne me ressemble pas trop, mais je suis quand même dedans. Donc j'apparais évidemment comme un des personnages de la bande dessinée. Et voilà. Donc, quelques images de ces workshops ici à Versailles. Donc, on voit que ce sont des lieux de conversation, des lieux de débat, des lieux de réflexion pragmatique. Donc, je ne peux pas dire qu'on refait Black Mountain, mais disons que Black Mountain nous sert de matrice et on y emprunte quelques éléments, disons, conceptuels de sa mise en place. Voilà, des étudiants ici encore à Versailles qui ont... donc, c'est un workshop où il y avait 150 étudiants en même temps, donc c'est assez nombreux, une grande coordination. Et donc, ils ont produit une grande maquette pour refaire le site de Black Mountain. Voilà, donc c'est un workshop qui a duré plusieurs semaines.
Je vais vous parler très rapidement, mais en fait, le temps tourne. Alors, je vous parle rapidement d'un projet qui s'appelle Eden, mais peut-être on y reviendra aussi pendant les questions. C'est aussi l'image que vous voyez sur la carte postale ici. Peut-être on y reviendra peut-être au moment des questions. Euh, En tout cas, il y a des workshops qui ont été faits aussi aux États-Unis. Donc ici, donc à Eden en Caroline du Nord, avec la bande dessinée, avec, pardon, ça va un peu vite, sous des formes collectives avec d'autres artistes, sur des formes aussi plus expérimentales. Ici, le design sonore, voilà, la conversation. Il y a eu un objet, un film en image de synthèse qui a été réalisé aussi en coparticipation. Voilà, donc on voit aussi que chaque workshop devient le lieu d'une transformation en bande dessinée et toutes les questions, les débats, les interrogations comme une sorte de vraiment d'épicentre d'une pratique sociale et comment on réinvestit les utopies passées, pardon, comment on peut utiliser l'histoire de Black Mountain ou des récits de Black Mountain comme une sorte d'actualité vive au temps contemporain. Vont nourrir cette bande dessinée à l'intention d'autres gens. Ici, un petit extrait qui a été fait aux États-Unis sur la réflexion genrée. On voit l'image d'archive au centre de Ray Johnson, un grand peintre et poète, et sa version déjà queerisée, si on peut dire, qui, voilà, l'archive est mobile et fluctuante, elle est transformée. Voilà, les images que vous avez vues peut-être aussi, qui sont extraits de la bande dessinée qui ont été travaillées aux États-Unis. Des objets, voilà, des productions. En fait, il faut savoir que tout passe par des formes. Euh, je peux pas vraiment tout partager maintenant parce qu'il y a vraiment des milliers d'images, de propositions, de textes, d'audio, de vidéos. Tout ça, c'est un travail assez considérable d'archivage et de fabrication de récits. Donc, je vous en passe un peu tout le, tout l'arrière-boutique. Mais voilà, s'il y a des formes assez expérimentales, ici de photogrammétrie, d'images de synthèse. Voilà, ici un autre atelier qui a été donné à l'École nationale de la photographie. Il y a un étudiant pour jouer un personnage se maquille. Donc ça va aussi par la performance. On n'est pas seulement que dans l'image ou le texte. Voilà, encore des images de workshop, d'atelier. Donc c'est vraiment un espace très ouvert, c'est-à-dire que la question de Black Mountain n'est pas abordée comme un lieu fixe, sacralisé, mais plutôt comme un lieu très ouvert d'interpénétration où des choses du passé et les choses du contemporain viennent cohabiter et produire une nouvelle forme de récit. Voilà, d'autres formes de récit, donc ça c'est issu du l'atelier à Arles. Voilà. Ici, bon, bah, c'est évidemment un clin d'œil aux étudiants et étudiantes qui étaient présents lors du workshop de la Winter School. Voilà, donc aussi des formes très franchement science-fictionnelles, épiques, héroïques. Tout ça participe de ce grand projet. Donc, ces personnages interviennent ensuite en discussion, j'ai envie de dire, avec les personnages historiques de Black Mountain. Donc, c'est assez poreux, hein. Voilà quelques images aussi de l'atelier à l'ENSAV. Donc, on est à la fois sur des spéculations très contemporaines qui abordent la question de la ville, de l'urbanisme, mais voilà, qui modifient presque step by step, itération par itération, le récit global de Black Mountain. Et puis, je pense que je vais conclure. Euh, Pas tout à fait. Pas tout à fait. Ici, on voit donc l'image de carte postale, mais qui est aussi en lien avec une des propositions qui avait lieu à l'école, puisqu'on voit d'ailleurs une des simulations avec la maison rouge en 3D qui s'incruste. Je voudrais, avant de terminer, je voudrais vous citer une petite phrase, si je la retrouve, décidément, c'est pas très commode. Je suis pas très bon avec ces histoires de texte que je prépare à l'avance. Mais j'avais cette citation, je voudrais pas l'écorcher, d'un penseur qui s'appelle Homi Bhabha,
qui dit que repenser le futur nécessite non seulement de réécrire l'histoire, mais aussi de transformer notre perception de ce que signifie exister dans différents temps et espaces hybrides. C'est une double réécriture de la machine qui regarde l'histoire et nous qui regardons les machines et les confrontons, produisant une métafiction de l'archive systématisée. C'est-à-dire comment aujourd'hui on peut entretenir des relations feedback avec des machines, cybernétiques avec des machines, et ces machines qui peuvent interroger, enfin vous en tant qu'architecte, futur architecte, comment on peut approcher cette histoire d'intelligence artificielle, la question de l'outil. Qu'est-ce qu'un outil technologique? Qu'est-ce qu'une technologie? C'est aussi une définition qui est importante à déplacer. Une technologie, c'est pas seulement un ordinateur ou un téléphone ou un smartphone. Une technologie, ça peut être un plant de maïs. Le plant de maïs est une technologie. Un arbre est une technologie, une cellule est une technologie. C'est une manière d'approcher la question de la technologie et de l'outil pour façonner le réel et façonner une existence qui est toujours un petit peu meilleure. En tout cas, c'est tout l'enjeu de cette recherche, très fragile à expliquer comme ça en un temps assez court, sans surcharger d'informations, et puis tout en profitant de l'opportunité pour vous parler de cette merveilleuse histoire de Black Mountain. Voilà, je vous remercie, et si vous avez des questions, évidemment, je suis à votre disposition. Merci Sylvain. C'était passionnant, c'est un projet, tu nous envoies un peu ton ordinateur avec les multiples facettes de ton projet qui entre les recherches d'archives, la production avec intelligence artificielle, la résidence, c'est passionnant. Et je voulais peut-être, avant de passer la parole pour les questions, peut-être juste que peut-être si tu peux nous parler un peu. En fait, je ne sais pas si c'était clair pour tout le monde, mais la question qui est sur votre fiche est une question qui est proposée par Sylvain. Chaque semaine, c'est l'intervenant ou l'intervenante qui la propose. Donc là, la question, c'est peut-on être hanté par le rêve des autres? Personnellement, moi, elle me questionnait un peu cette question parce qu'on sent que tu es fasciné par le Black Mountain College et toutes ces figures qui sont intervenues, qui ont navigué autour. Et en même temps aussi, il y a un peu cette question, puisqu'on est dans un cycle qui s'interroge sur les pédagogies, sur la relation entre étudiants, étudiantes et enseignants et enseignantes, et justement de la transmission du savoir et peut-être aussi de remise en cause de rêves d'autres, de l'enseignant vers l'élève, etc. Donc voilà, je voulais un peu, peut-être si tu peux nous parler un peu plus de cette question. Peut-on être hanté par le rêve des autres? Ouais, merci Grégoire pour cette question. C'est vrai que c'est une question quand on travaille dans les rêves des autres, quand on travaille dans les utopies passées, dans les histoires d'archives, vous aussi dans un contexte effectivement de pédagogie avec des enseignants, c'est la question de peut-on vivre dans les rêves des autres? C'est une évidence que oui, on peut. La question, c'est doit-on, surtout. Donc, je pense qu'il y a une vraie. Quelle est la part aussi de subjectivité personnelle et la part de transformation, de digestion finalement de ce rêve et, et quelle est la part aussi d'authenticité de soi-même, je pense. Je ne veux pas prémâcher vos réponses, loin de moi une telle prescription, mais je pense que ça doit aussi vous guider quand on aime beaucoup une chose ou quand on est sous influence, d'y trouver aussi euh, les questions, les réponses du moins de pourquoi on est fasciné par ces choses-là. Et en tout cas, pour moi, c'est une réponse très ouverte et c'est aussi une question très ouverte. Donc, j'espère qu'elle vous permettra aussi d'y dire des choses qui peuvent faire avancer les questions politiques de l'école, de représentation de l'école. Je pense que c'est aussi une occasion, une main tendue pour ça, j'imagine, un peu sur le modèle de Black Mountain. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse. Mais... Oui, merci. Moi, j'avais peut-être une question pour revenir même à Black Mountain College, sa fondation.
D'où vient en fait le choix de la ville de Black Mountain? Est-ce que il y a eu un choix particulier parce qu'il y a quand même l'importance de ce lien avec la nature. On voit il y a beaucoup de classes qui se faisaient en extérieur, euh, des projets de potager autosuffisants. Donc, d'où vient ce choix de cette ville-là? Est-ce qu'il y a aussi un rapport avec un contexte particulier? Alors, historiquement, en fait, Black Mountain donc, a existé, donc, comme je vous le disais, entre 1933 et 1957. Et le site, il y a eu deux sites de l'école. Il y a eu un site de 33 à 1941, de 41 à 57. Donc, le premier site, il a été trouvé pour son prix et effectivement un rapport assez bucolique en se disant c'est un peu isolé, c'est beau, le bâtiment était fonctionnel, il y avait une possibilité là de le faire. Donc, ça a un peu été une sorte de bonne coïncidence. Et puis ensuite, très vite, parce que le bâtiment en fait était loué pendant l'été par une congrégation religieuse. Donc, tous les étudiants enseignants devaient partir pour libérer l'espace l'été. C'était assez pénible. Et puis ça devenait de plus en plus cher, puis inchauffable l'hiver. Donc ils se sont dit on va construire notre propre bâtiment. Ils ont préempté un site à quelques kilomètres de là où ils étaient et qui en fait s'appelle le Lake Eden, donc le lac Eden. C'est pour ça que ça me permet d'aborder aussi un peu ce projet Eden. Ils y ont construit leur propre bâtiment. Et je pense que la proximité, ils ont vite trouvé goût à cette relation de nature environnante. Et je pense qu'ils n'ont plus jamais voulu le quitter. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé ça, il y avait une bonne intuition. Et après, elle a été validée par tout le monde, quoi. Concernant le lac Eden et le projet Eden sur lequel je travaille depuis 10 ans, donc j'ai absolument pas parlé là. Ça aurait été un peu trop, je pense. Euh, En fait, il y a 10 ans, j'ai acheté une maison des subprimes comme une sculpture, comme un objet. Je vais vous montrer, elle est là. Hein. Est-ce qu'elle est ici? C'est la maison rouge qui est là. Donc, j'ai acheté 1000 $ en 2015. Et c'est devenu une sorte d'épicentre, d'une sorte de laboratoire avec d'autres artistes, avec des penseurs, avec des architectes, euh, toujours en collaboration avec des habitants. Et évidemment, le choix d'Éden n'était pas anodin. D'une part, il y avait la question d'une écologie, d'un écosystème. Enfin, on revient un petit peu à ces questions de cybernétique dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis aussi l'idée euh, que la maison soit une sorte de reflet déformé dans le lac Eden d'un Black Mountain imaginaire. Donc, quand je vous dis que je suis hanté par le rêve des autres, quelque part, j'ai trouvé la version très déformée. Vous savez, comme si on regardait un objet où Narcisse se regarde dans l'eau. Évidemment, tout est déformé. Évidemment que c'est une version très, très déformée de Black Mountain. Elle n'a de nom que dommage, si vous voulez, ou dommage que de nom. Mais en tout cas, moi, ça m'a servi de structure pour engager un projet comme ça sur du long terme et aussi expérimental. La maison est à 2 heures de voiture de Black Mountain, du site de Black Mountain. Donc, il y a aussi une proximité géographique. Ça a été aussi un choix, donc, depuis 10 ans, d'appréhender le projet de cette manière. Et puis, depuis 5 ans ou 6 ans, maintenant, je travaille vraiment spécifiquement sur les archives de Black Mountain. Et comme je vous disais, depuis 2 ans, je suis en doctorat. Voilà. Merci beaucoup. Moi, c'était juste pour savoir si vous aviez dans l'idée de publier quelque chose à la fin, de créer un livre, un film ou un documentaire avec les images que vous créez grâce à l'IA. Alors, Et oui, oui, bien sûr. Alors, c'est mon projet est un projet donc de thèse, un projet de thèse en ce qu'on appelle en recherche-création. Donc, c'est des formats de doctorat assez spécifiques à la question de la création en art plastique, où la thèse est évaluée, si vous voulez, entre une production d'une œuvre artistique et la production d'une thèse classique universitaire. Donc, quand je soutiendrai ma thèse, ça sera accompagné aussi d'une œuvre artistique en exposition. Ça fait partie du contrat doctoral. Le, le projet
en soi, il est multinodal, on va dire, puisqu'il y a à la fois ces workshops, ces ateliers, il y a cette bande dessinée matrice et puis cette bande dessinée remixée. Il a jamais été l'intention, j'ai jamais eu l'intention, si vous voulez, de produire une bande dessinée uniquement à partir des archives. Ça, c'est presque une des étapes qui permettent l'autre étape, qui est la transformation ensuite. Je ne crois pas que l'intelligence artificielle soit à même de rendre compte avec la véracité, ne puisse se comparer à la véracité et au travail besogneux de l'historien. Donc c'est forcément une interprétation, comme je vous l'ai dit, biaisée, statistique, fantasmée, fictionnelle, à partir des archives, qui, moi, me sert comme une sorte de socle dans lequel on peut trouver un territoire commun pour le réinventer et remixer, le remettre dans le temps contemporain. C'est un peu une sorte de billard à trois bandes où la fabrication de cette première étape ne sera jamais publiée. Elle est partagée évidemment lors d'ateliers, mais elle n'a pas vocation à être montrée telle qu'elle. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on a produit de cette BD à peu près 700 pages jusqu'à présent, donc à partir des archives, et on évalue à 2500 pages l'objet final qui sert de socle à ces workshops. Donc voilà, on n'est pas tout à fait au bout du projet. Et puis, après, il faut faire ces ateliers. Parce qu'il ne s'agit pas de le laisser tel quel, il faut engager un certain nombre d'ateliers progressivement. On en a fait 6 ou 7. Bah, je pense qu'une bonne vingtaine ne serait pas de mal pour le projet. Donc ça avance presque brique par brique. Il est dur aujourd'hui de se dire, voilà le résultat de l'objet, voilà ce qui sera. On sait que ça prendra la forme d'une bande dessinée, d'un certain nombre de pages. Cette bande dessinée, elle commence à prendre des formes très expérimentales, elle sort des cases, si on veut, et que derrière ça, il y a aussi quelque chose qui pointe, c'est qu'on n'est pas loin du scénario de film, on n'est pas loin du storyboard de film. Donc peut-être qu'à un moment donné, parce que les technologies le permettent, parce qu'on est capable aussi de le faire nous-mêmes, peut-être qu'on pourra produire un film de long métrage à partir de ces expériences de workshop, à partir de ces archives, à partir d'un système d'IA. Pour le moment, c'est un petit peu tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une documentation que je fais la plus précise possible de toutes ces activités. Elles sont bien classées. Et effectivement, il y a déjà plusieurs milliers d'images et pour le moment, plusieurs centaines de coparticipants au projet, puisque je compte chaque membre d'un workshop comme coparticipant du scénario. Donc, voilà, ça s'accumule, c'est une sorte de stratification, ça avance étape par étape. Pour le moment, je suis dans un processus, pas tout à fait dans l'objet final. Voilà. Sachant qu'en plus, il y a tout le travail de théoricien, de thèse, en plus de tout ça, qui me demande aussi de documenter ces laboratoires, de les expliciter, de les remettre aussi dans une historicité du médium, celui de l'histoire de l'art, et aussi dans une prospective avec des technologies. Donc, ça fait une espèce d'ensemble théorique, poétique, artistique. Je me demandais sur cette production d'images, est-ce que tu évoquais le fait que les photos qu'on voyait des archives, c'était des images un peu de communication, d'une certaine façon, donc qui montraient en soi Black Mountain College sous son meilleur jour, d'ailleurs beaucoup pendant l'été, j'ai l'impression. Et ce que je me demandais, c'est justement avec cette production via l'intelligence artificielle, tu disais tout à l'heure que je sais pas comment on dit exactement, tu l'alimentais aussi avec des productions, enfin avec des archives qui n'étaient pas de l'iconographie, mais qui étaient, tu disais des rapports comptables, peut-être des documents textes, etc. Est-ce que ça t'amène aussi à produire une iconographie qui est peut-être, comment dire, la face cachée, ou en tout cas quelque chose de plus alternatif à cette vision peut-être un peu idyllique de Black Mountain College? Alors, absolument. Black Mountain, comme je vous le disais, c'est déjà une utopie présumée. Quand on est dans le détail, on est loin de ce qu'on appellerait une utopie, puisqu'il y a des choses qui seraient parfaitement choquantes aujourd'hui, et ça concerne, je ne sais pas, des sujets comme MeToo, par exemple. Enfin, il y aurait des MeToo à Black Mountain aujourd'hui, si ça existait aujourd'hui. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Il n'empêche que la méthodologie qui est aussi particulière, j'en ai pas discuté là, mais il faut savoir, quand je vous disais, le projet est aussi une question de réappropriation de technologie. C'est-à-dire que les IA avec lesquelles on travaille, je dis les, puisque
encore une fois, on ne peut pas dire une intelligence artificielle, il y en a plusieurs, ce sont des systèmes, et ces systèmes, on en a plusieurs en fait qui gèrent différentes choses. Une des premières choses sur lesquelles on a travaillé a été de créer une frise chronologique, mais pas une frise chronologique d'événements, voilà, avec comme on pourrait avoir, je sais pas, sur Google, mais une frise chronologique de dossiers de documents. C'est-à-dire que là, on sait que la publication de tel essai, de telle publication, de probablement telle photographie, parce qu'on connaît l'auteur de la photographie, on sait qu'il était étudié en tel moment ou enseigné en tel moment, une sorte de chronologie presque des files. Alors, avec toute la modestie et l'humilité de l'approche, c'est-à-dire que des archives de Black Mountain, il y en a à peu près entre 150 et 200 000 documents, et moi j'en possède 2500. Donc, on n'est pas tout à fait sur les mêmes ratios, mais ça nous permet d'avoir quand même une vue d'ensemble qui fait que quand on produit une page de BD sur un sujet, on sait qui était présent, quel étudiant était là, à quoi il ressemble dans le meilleur des cas, s'il y a eu des interviews de lui a posteriori dans les années 70, par exemple, parce que ça aussi, on a ces documents, et donc de mettre parfois des phrases a posteriori de ces interviews des années 70 dans la bouche du personnage du moment. Donc on est déjà dans une sorte de réinterprétation euh, par la méthode. Aussi, on fabrique nos propres logiciels. C'est la partie tech department. Alors, pareil, hein, il faut le voir aussi avec un peu d'humour. Le tech department du projet, c'est-à-dire que dans ma méthodologie de chercheur et dans la méthodologie de projet, on a créé des petits outils qui permettent de naviguer dans ces documents, des mots-clés ou voire même de compiler un certain nombre de choses entre elles. Voilà, donc ça, c'est fait avec des outils d'intelligence artificielle, soit le software lui-même, soit même la méthodologie, puisque ça interroge des IA en local. Euh, Évidemment qu'il y a une ambition de réfléchir à l'impensé de l'archive. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que je ne suis pas un historien, je ne me positionne pas du tout comme un historien, mais vraiment comme un plasticien. Il n'empêche que d'aborder des choses inédites de la recherche de Black Mountain est quelque chose d'assez grisant et d'assez fascinant. Je me garde bien de le mettre en forme parce que je n'ai pas la rigueur, et puis c'est pas mon sujet, la rigueur scientifique de l'historien. Cependant, c'est très intéressant en termes de récit. Je peux répondre sur une petite anecdote sur ce sujet. La première performance de Cage et Cunningham, premier happening de l'histoire de l'art, le 8 août 1952, aucune archive, aucune photo, aucun texte. On a seulement des entretiens a posteriori dans les années 70-80 de gens qui se rappellent vaguement de ce qui s'est passé. Il n'y a aucune anecdote qui corresponde. Donc, on n'a aucune vision uniforme de ce qui s'est passé. Potentiellement, c'est potentiel, je ne le sais pas encore, peut-être je ne le saurai jamais, potentiellement, le FBI qui avait infiltré l'institution à l'époque aurait un rapport technique du FBI de la première performance de l'histoire de l'art. Évidemment, c'est assez génial. On sait, parce que certains documents ont été déclassifiés, que le FBI infiltrait le Black Mountain à ce moment-là, que certains profs étaient infiltrés, voire même soudoyés par le FBI et la CIA. Peut-être on a un rapport policier de quelque chose dont on n'a aucune trace par les archivistes, les historiens de Black Mountain. Peut-être. Et en tout cas, ce peut-être est déjà le début d'un scénario à réinvestir parce qu'il produit finalement une manière de repenser finalement une sorte de prisme pour repenser l'espace temporel et l'espace humain. Merci Sylvain pour ta présentation. Je n'ai pas un regard objectif parce que j'apprécie beaucoup ton travail de recherche sur Black Mountain College. Donc, encore une fois, merci. Merci aussi pour cette question qui est sous-jacente sur l'importance de l'histoire, de la connaître, après aussi de la pouvoir manipuler, et la chose qui est très actuelle d'une certaine façon. Moi, vu qu'on est dans un cycle de conférences qui parle beaucoup des pédagogies, et même si tu as cité tous ces exemples et toutes ces expériences que tu as fait récemment, je voulais aussi avoir ton retour par rapport à l'expérience pédagogique au sein aussi de ces travaux en cours, même si voilà, ça te demande peut-être de faire un peu d'abstraction, ou en tout cas de faire un pas en arrière, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse en fait. Cette relation entre la pédagogie
expérimental, empirique et utopique du Black Mountain College et ce que tu peux porter en ces moments. Savoir un peu comment tu te situes aussi, justement pour ne pas justement qu'être habité par les rêves de quelqu'un d'autre, mais aussi pour imposer aussi ses propres valeurs qui sont aussi actuelles. Bien sûr, merci Jamie pour la question et c'est toujours un plaisir de parler de Black Mountain ensemble de toute manière. Oui, la question de la pédagogie à Black Mountain, c'est pas quelque chose d'uniforme. Déjà, elle est propre à chacun des enseignants. Et puis, il y a des enseignants qui sont absolument brillants, qui vont rester très peu de temps, comme John Wallen ou Paul Goodman. Paul Goodman qui va d'ailleurs écrire un texte sur la question des utopies avec son frère architecte, sur les communautés utopiques, ou John Wallen qui va travailler sur les questions de psychologie de groupe, ce qu'on appelle les petits groupes. Eux vont rester finalement assez peu de temps à Black Mountain, mais auront un impact considérable dans la formulation politique, presque la notion de groupe. Albers va avoir son propre enseignement, mais il est absolument central, mais d'autres sur les questions de théâtre, sur les questions de mise en scène, sur les questions d'agriculture. En fait, tout ça est vraiment à dimension variable et il serait très présomptueux d'en avoir une vision ou d'en défendre une vision uniforme. Ça, c'est une première chose. Et puis, c'est une vision aussi qui évolue avec le temps. C'est-à-dire que les cours de 1930 et les cours de 1950 n'ont plus rien à voir. C'est-à-dire que ça évolue très franchement avec le temps. Il faut savoir aussi que la qualité et ce qui fait que l'institution survit, alors elle existe que pendant 25 ans, ce qui paraît peu comme ça, mais elle est quand même parfaitement résiliente pendant un certain nombre d'années. Et les meilleures années de Black Mountain, c'est les moments de grands conflits. C'est-à-dire que l'école est vivante et se porte bien quand elle est conflictuelle. Ça, il faut le savoir aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les conflits s'atténuent dans l'école, c'est le moment où elle périclite. Donc, il faut savoir que ça c'est aussi, faut aussi le mettre un peu en perspective. Elle est loin d'une utopie puisque Albers, qui était un formidable pédagogue, c'est incontestable, et un grand artiste incontestable. Aujourd'hui, quand on regarde les archives, on voit qu'il a géré l'institution d'une main de fer et qu'on est loin des principes utopiques démocratiques tels que j'ai pu vous le présenter jusqu'à présent. Donc, sous le prisme d'Albers, on va se dire que l'institution est assez rigide et assez dure. En réalité, elle fonctionne bien et parce qu'elle permet un certain nombre par cette rigueur, une certaine liberté. Donc, tout est à nuancer en réalité. Donc, d'une utopie, on est dans une situation, peut-être que l'utopie, elle a été inventée de manière rétrospective comme une bonne manière de dire c'est une utopie et donc on peut se la réapproprier déjà dans un temps présent. On sait que les premiers livres de Black Mountain sur Black Mountain datent de 1972 et puis les années 90 et puis les grosses expositions au début des années 2000 au Hammer à Los Angeles et puis à l'Hamburger Bahnhof en 2010, etc. Donc il y a aussi, on pourrait faire aussi l'histoire de comment est perçu Black Mountain avec le temps, sachant qu'entre 1957 et 72, c'est un vide intersidéral. C'est-à-dire que personne ne s'intéresse à ça. Et voilà, vraiment, ça n'intéresse personne. On redécouvre Black Mountain et donc, en la redécouvrant, on lui met un peu cette étiquette utopique. Moi, ma propre expérience de pédagogue, puisque je suis aussi donc artiste, chercheur, et puis je mène, comme vous savez, des ateliers, j'aime bien repréciser ces choses-là parce qu'on vit en 2025. Les questions qu'on se pose en 2025 n'ont rien à voir avec celles qu'on se pose en 1930 ou en 1950. Et que aussi, parce que ces autorités pédagogiques, certes fascinantes, mais parfois un peu prégnantes, n'ont pas leur place dans un workshop qu'on pourrait faire ici. Donc je pense que la relation d'apprentissage, d'apprenant ou d'enseignant, elle peut aussi se retrouver complètement inversée. Ça a été le cas d'ailleurs ici, où finalement, et peut-être je vous fais une confidence pour ceux avec qui on a travaillé pendant la semaine, mais j'ai autant appris que vous l'avez appris. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un espace d'échange, une perméabilité qui est propre à la pédagogie d'aujourd'hui. Je pense que en tant qu'enseignant, on se pose tous ces questions-là. On est toujours un peu de méfiance vis-à-vis de son propre savoir. Et je pense que raison de plus d'en être méfiant. Et encore une fois, je reviens à cette question, est-ce qu'on peut être hanté par le rêve des autres? Est-ce qu'on peut s'en défaire? Ça, c'est la grande question. Et comment?
Merci beaucoup. Je pense on va conclure. Merci beaucoup, c'était passionnant. J'espère que certaines et certains d'entre vous et moi-même, on pourra se recroiser sur un de tes workshops qui ont l'air expérimentaux et passionnants. Et j'en profite pour annoncer aussi la prochaine conférence. On se retrouve mardi prochain avec Stéphanie Dadour, donc qui est la cofondatrice de l'agence Dadour de Pou et enseignante, maîtresse de conférence à l'école d'architecture de Malaquais. Et elle va nous présenter une conférence qu'elle a intitulée Dissonance, ce que peut encore, entre guillemets, l'architecture. Et elle s'intéresse notamment au rapport de pouvoir au sein de l'architecture en lien avec les questions de féminisme et de migration. Donc voilà. Et donc à la semaine prochaine. Et encore merci Sylvain, merci à toutes et tous d'être venus. Merci.